Alors bonjour à tous, merci pour votre présence pour cette petite présentation qui sera donc dédiée à la présentation de la monnaie de manière générale, à son histoire, son fonctionnement, comment aujourd'hui on est arrivé effectivement avec le Bitcoin et comment finalement le Bitcoin s'inscrit dans la longue histoire de la monnaie, à quel problème le Bitcoin répond. Ce sont toutes ces questions qu'on va évoquer aujourd'hui. Question importante puisque vous le savez sans doute, la monnaie est aujourd'hui un instrument vital pour le bon fonctionnement de notre économie, de notre société, de notre civilisation. Et le grand paradoxe de la monnaie, c'est que finalement son importance est peut-être proportionnelle à la méconnaissance dont elle fait l'objet aujourd'hui, c'est-à-dire que la monnaie est un instrument vital et pourtant ça reste un instrument qui fait l'objet de beaucoup de malentendus, d'incompréhensions, voire de préjugés même hostiles, puisque vous avez des courants philosophiques très influents qui ont parfois même fantasmé sur la disparition de la monnaie, des courants utopiques comme celui de Thomas More, qui est un grand philosophe qui a eu beaucoup d'influence avec son essai Utopia. Et donc lui, effectivement, nous dit que sans la monnaie, si la monnaie était abolie, alors on résoudrait tous les problèmes du monde, la pauvreté, tout ça s'envolerait. D'ailleurs, il faut bien comprendre et savoir que les régimes communistes au XXe siècle, pendant un instant, pendant quelques années, ont parfois fantasmé là aussi sur la disparition de la monnaie. C'est dire si cet instrument a fait l'objet de beaucoup d'incompréhension. Alors qu'il est plutôt facile d'imaginer ce que serait notre vie sans monnaie, les difficultés auxquelles nous serions confrontés. Les économistes qui étudient l'histoire de la monnaie émettent aujourd'hui une hypothèse qui est assez consensuelle, c'est qu'avant l'invention de la monnaie, il y avait quand même des échanges, puisque nous devons échanger pour subvenir à nos besoins. L'homme est un animal social et politique, il ne suffit pas à lui-même pour subvenir à ses besoins. Et donc avant l'invention de la monnaie, l'hypothèse communément admise, c'est que les êtres humains faisaient du troc. Et donc on s'échangeait un service contre un autre service, un bien contre un autre bien. Le problème étant que dans un régime de troc, il y a quand même une difficulté qui s'impose à vous, c'est que vous devez trouver le type qui a absolument ce que vous cherchez et qui veut absolument ce que vous avez. Les économistes appellent ça le problème de la double coïncidence des besoins. Et donc c'est le troc, si l'on en croit certains courants de pensée, les économistes, qui prévalaient avant l'invention de la monnaie. Même si depuis quelques années vous avez une autre explication qui tente de concurrencer la première, qui a été notamment popularisée par un anthropologue qui s'appelle David Graeber, qui dit mais non, en fait avant l'invention de la monnaie il n'y avait pas de troc, les économistes racontent n'importe quoi, il y avait en fait un mécanisme de dette, c'est-à-dire qu'on s'échangeait des biens et des services non pas contre d'autres biens et d'autres services, mais contre une reconnaissance de dette. Et donc aujourd'hui, vous avez ces deux écoles qui s'affrontent, qui se critiquent mutuellement, même si pour ma part, j'avoue que je ne comprends pas très bien l'intérêt de cette discussion, puisqu'en l'absence de monnaie, en fait, une dette, ce n'est qu'un troc différé dans le temps. C'est-à-dire que je t'échange un bien et un service contre une dette, c'est-à-dire contre un bien et un service dans le futur, ce qui pose encore plus de problèmes, puisque vous avez toujours le problème de la double coïncidence des besoins, mais vous avez aussi l'incertitude sur la solvabilité du débiteur. Est-ce que celui à qui j'ai refourgué une chaussure, un collier ou autre, sera capable à un instant T plus 1 ou plus 2 eh bien, de me refourguer un service dont j'ai besoin? Et de ce point de vue-là, la monnaie est une invention révolutionnaire, puisque c'est l'instrument qui aujourd'hui permet de faciliter les échanges. Et vous connaissez sans doute les trois fonctions qui sont dévolues à la monnaie: unité de compte, réserve de valeur, instrument d'échange. Alors, évidemment, cette monnaie, pour qu'elle joue
son rôle, elle doit être pourvue de certaines caractéristiques. La monnaie doit être facilement transportable, hein, c'est mieux pour commercer. Elle doit être facilement divisible en sous-unités pour réaliser toutes sortes de transactions, des petites transactions, des grandes transactions. Elle doit être durable dans le temps, c'est-à-dire que si on veut qu'une monnaie soit une réserve de valeur crédible, il faudrait de préférence quelque chose qui résiste à l'usure du temps, et c'est la raison pour laquelle on a abandonné les denrées alimentaires qu'on utilisait jadis dans le troc pour nous tourner vers les métaux précieux qui résistent davantage à l'usure du temps. Et enfin, cette monnaie, idéalement, doit être rare, en tout cas doit faire l'objet d'un haut niveau de rareté, parce qu'en économie, vous le savez sans doute, ce qui est rare est cher, et là encore, le fait que les sociétés humaines se soient tournées vers les métaux précieux après un processus de tâtonnement s'explique par les avantages propres aux métaux précieux, comme l'or, l'argent ou autres, puisque leur rareté explique essentiellement leur cherté et le fait qu'elles ont longtemps constitué un instrument d'échange, en tout cas l'instrument d'échange, la réserve de valeur et l'unité de compte la plus crédible au sein du monde civilisé. Alors, avec cette définition de la monnaie, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas prononcé une seule fois le mot État. Et pourtant, depuis notre plus tendre enfance, depuis l'école, on nous apprend que la monnaie est nécessairement une fonction régalienne. Alors qu'avec la définition basique que je viens de donner, en réalité, il n'est pas nécessaire forcément que cette marchandise, qui sert à la fois d'instrument d'échange, de réserve de valeur et d'unité de compte, soit administrée par un État. Et d'ailleurs, dans l'histoire, vous avez de multiples expériences où les monnaies n'étaient pas nécessairement administrées par l'État. On sait par exemple que les monnaies, le système monétaire au Moyen-Âge était un système fondé sur une intense concurrence monétaire où de plusieurs autorités étaient habilitées à émettre de la monnaie. Vous aviez certes des États, des rois, des seigneurs, mais vous aviez aussi parfois des autorités, des entreprises privées qui s'y adonnaient, ce qui ne posait aucune difficulté technique particulière. Donc là encore, quand quelqu'un vous dit que tel actif n'a pas de valeur parce qu'il n'est pas garanti par un État, il faut bien avoir à l'esprit que ça ne correspond à aucun impératif à la fois théorique, aucun impératif philosophique, mais que ça ne correspond pas non plus à ce que fut l'histoire de la monnaie pendant une bonne partie de l'histoire, où vous aviez de temps en temps des autorités, des institutions privées non étatiques qui pouvaient émettre la monnaie. Et d'ailleurs, les grandes innovations monétaires qui ont changé la face du commerce à l'échelle de l'histoire de l'humanité ont parfois surgi en dehors de l'État. Un exemple assez régulier, fréquent que l'on prend, c'est la démocratisation du billet de banque. C'est-à-dire que quand le billet de banque apparaît en Europe, se démocratise en Europe, et à partir de l'Angleterre en particulier, c'est une innovation qui apparaît complètement à l'extérieur de l'État, c'est-à-dire que le billet de banque, au départ, n'est qu'un instrument pour faciliter la transportabilité des métaux précieux. Parce que, certes, l'or, l'argent et tous les métaux précieux sont des instruments très intéressants pour commercer, mais parfois, les manier, les transporter sur de longues distances, c'est un peu pénible. Et puis, il y a aussi des problèmes de sécurité, des problèmes de pratique qui se posent. C'est qu'il est parfois beaucoup plus intéressant pour le commerçant lambda de confier son métal auprès d'une banque pour ne pas avoir à faire en sorte que le métal circule entre plusieurs mains, ce qui est susceptible d'user les pièces de monnaie. Donc typiquement, l'innovation que fut le billet de banque au début, notamment dans la seconde moitié du XVIIe siècle, est une innovation qui s'est faite à l'extérieur de l'État. Pour ce qui est des expériences de monnaie privée, là encore, il faut savoir qu'au cours de l'histoire de la monnaie, vous aviez, en plus des expériences que je viens de citer, une multitude de pays qui ont longtemps connu ce qu'on appelle le free banking, un régime de banque libre,
Un régime où finalement, là encore, les pièces, les billets étaient émises par des banques commerciales tout à fait ordinaires. Il faut savoir que les banques centrales, à l'échelle de l'histoire, c'est une invention quand même qui est assez récente et qui montre une fois de plus que l'idée que la monnaie soit nécessairement une fonction régalienne n'a pas beaucoup de fondement historique. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que même si la monnaie n'est pas nécessairement une fonction régalienne, les gouvernements ont très tôt été tentés de prendre d'utiliser, d'imposer un monopole à leur profit. Pour une raison très simple, c'est que le monopole de la monnaie entre les mains des gouvernements a toujours été un moyen subtil pour ces derniers, et bien, finalement, de subtiliser les revenus de leurs sujets. Et d'ailleurs, c'est ce qui a inspiré une remarque assez sévère de Friedrich Hayek, donc, qui est un grand économiste que vous connaissez sans doute, un prix Nobel, qui disait que lorsqu'on regarde l'histoire de la monnaie sur 2000 ans, on peut se demander comment les peuples ont pu si longtemps supporter l'exercice d'un pouvoir monétaire qui était régulièrement utilisé pour les tromper, hein, pour les voler. Alors avant l'invention du billet de banque, comment les choses se passaient? Très régulièrement, ce que faisaient en fait les monarques, c'est que, eh bien, ils récupéraient les pièces de leurs sujets et puis ils altéraient la quantité de métaux dans chaque pièce. C'est ce qu'on appelait à l'époque les mutations. Donc c'est un mot un peu pompeux, en fait, pour désigner une forme de faux monnayage qui était assez courant dans les royaumes européens. Et d'ailleurs, Philippe le Bel lui-même a reçu un titre assez peu flatteur, puisqu'il a été très vite surnommé le roi faux monnayeur, puisqu'il était réputé justement faire un usage assez régulier et abusif de ces mutations qui consistaient à récupérer les pièces des gens et à diminuer la quantité de métaux au sein de ces pièces, même si ce pseudonyme est quand même assez injuste, en tout cas injustement attribué à Philippe le Bel seulement, puisqu'en fait il n'était pas le seul à faire cela au cours de l'histoire de France. Presque tous les monarques se sont adonnés à ce genre de fraude et de manipulation. Manipulations qui ont très tôt été condamnées par notamment les théologiens. Ici, je vous propose une citation d'un grand théologien du Moyen-Âge, Nicolas Oresme, qui a très tôt publié un traité dans lequel il dénonçait ces manipulations monétaires en ce qu'elles constituaient finalement une forme de vol, un vol légal au détriment des sujets. Donc, ce qui est quand même assez intéressant à rappeler, c'est que tous ceux qui aujourd'hui nous disent que la monnaie est nécessairement une fonction régalienne, eh bien, oublient étrangement de mentionner que les plus grandes catastrophes monétaires de l'histoire de l'humanité ont quand même été perpétrées par les États, et ceci assez tôt. Donc avant l'émergence du billet de banque, on avait la falsification des pièces de monnaie, mais avec l'invention du billet de banque, qui était au départ une bonne idée, encore une fois, la fraude se modernise, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup plus pratique d'utiliser les billets de banque pour démonétiser les métaux précieux, et donc altérer la rareté, finalement annuler le critère de la rareté qui conditionne la valeur de la monnaie au profit d'un billet de banque qu'on peut imprimer à volonté, ce qui génère évidemment de l'inflation. Un des grands scandales qui a laissé une grosse trace dans l'histoire financière française, c'est le scandale avec le système de John Law. Juste pour contextualiser la chose, juste après la mort de Louis XIV, les finances françaises sont vraiment en très grande difficulté. Et donc John Law, qui est un banquier écossais, propose aux régents à l'époque un système de banque qui va mal tourner, puisque John Law avait une conception de la monnaie qui était quand même assez curieuse dans ses écrits. Il était convaincu que la richesse d'un pays augmentait nécessairement avec l'impression, avec la planche à billets. Il est le fondateur de ce que j'appelle moi la Mugabe School of Economics, l'idée que en imprimant toujours plus, vous faites le bonheur du peuple. Alors c'est une expérience qui s'est affreusement mal passée et qui a laissé de grandes traces là encore dans les mentalités françaises. Si
l'industrie bancaire a longtemps fait l'objet de préjugés en France, avec limite un tabou qui pesait sur le terme de banque. Pendant très longtemps, on se refusait à parler de banque pour qualifier les institutions financières. C'était justement parce que le souvenir de la planche à billets sous le système de John Law avait laissé quand même des marques assez douloureuses. Autre catastrophe monétaire assez connue dans l'histoire de France, c'est la période des assignats sous la Révolution française, qui est là encore une période caractérisée par un usage complètement délirant du papier monnaie, qui a laissé aussi des souvenirs douloureux et qui montre qui montre à ceux qui pensent que la monnaie peut être qu'une fonction régalienne, que non, le fait de laisser la monnaie entre les mains des États n'est pas toujours une bonne idée. Ceci dit, après les périodes assez particulières du XVIIIe siècle, donc le scandale de John Law et des assignats, il faut bien comprendre que le siècle qui suit le XVIIIe, donc le XIXe, est généralement considéré par les historiens de l'économie comme étant un remarquable siècle, en tout cas un siècle de remarquable stabilité monétaire. C'est-à-dire qu'on appelle généralement le XIXe siècle l'âge d'or, le siècle de l'âge d'or de l'étalon or. C'est un siècle qui se caractérisait par une remarquable stabilité monétaire, une création monétaire finalement très faible, parce que les banques commerciales et centrales avaient conscience pour la plupart que si ces banques émettaient beaucoup trop de crédits et de billets, elles s'exposaient au risque que les gens retirent en masse leur or et donc s'exposer donc à la faillite. Et c'est la raison pour laquelle le 19e siècle, contrairement à ce qu'on raconte aujourd'hui, parce que quand on regarde rétrospectivement les critiques qui sont émises à l'encontre de l'étalon or, notamment par les keynésiens, on nous dit toujours que l'étalon or était un système complètement instable, ce qui est faux. Ce qui est faux, c'est-à-dire que ce qui est assez consensuel, c'est que pendant tout le 19e siècle, on avait des prix très très stables, qui ne bougeaient quasiment pas, voire des périodes légèrement déflationnistes, ce qui n'a pas empêché le 19e siècle d'être un siècle de progrès économique, industriel considérable. Donc ce qui constitue un démenti, en tout cas un démenti de la thèse qui voudrait que pour créer de la prospérité, il faudrait nécessairement imprimer toujours plus de la monnaie. Et ce qui est assez intéressant, c'est que même un économiste socialiste comme Thomas Piketty, qui n'est pas nécessairement favorable à l'étalon or, eh bien, admet que l'inflation, finalement, c'est dans une large mesure une invention du XXe siècle, si on se borne à l'époque moderne. Que le siècle précédent, l'inflation n'existait pas. Et ça, on l'oublie, parce qu'effectivement, on vit avec l'idée que l'inflation serait un phénomène naturel, une sorte de fatalité avec laquelle il faudrait s'accommoder. Absolument pas. C'est un phénomène qui est très très nouveau à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Vous aviez parfois des périodes inflationnistes qui étaient très ponctuelles, quand par exemple les Européens découvraient des réserves de métaux dans le Nouveau Monde et qu'on a pillé l'or dans les Amériques. Mais vous aviez aussi donc quelques épisodes malencontreux, des expériences de papier-monnaie qui se sont mal terminées. Mais à part ces épisodes-là, le régime de l'étalon or qui a longtemps prévalu, c'est toujours caractérisé par une très grande stabilité monétaire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait jamais de crise, qu'il n'y avait jamais de faillite bancaire, mais grosso modo, le système dans son ensemble se caractérisait quand même par une stabilité remarquable. Et c'est seulement au XXe siècle, donc, que l'étalon or a commencé à être détruit, puisque le XXe siècle, c'est le siècle de la toute-puissance des banques centrales, c'est le siècle des 2 guerres mondiales, et donc les guerres mondiales ont aussi joué un rôle considérable dans le démantèlement progressif de l'étalon or. Un premier coup à l'étalon or a été porté en 1914 avec la Première Guerre mondiale. C'est à ce moment-là, en fait, que l'étalon or classique crève définitivement. On a parfois coutume de retenir la date de la fin des accords de Bretton Woods. Il faut bien comprendre que la fin des accords de Bretton Woods, ce n'est en fait que l'aboutissement d'un long processus de délitement de l'étalon or qui avait commencé avec la Première Guerre mondiale. Puisque pour financer leur guerre,
les gouvernements ont très tôt été tentés d'utiliser la planche à billets, ce qui n'était plus compatible avec le fait de laisser les gens convertir librement leurs billets en or, parce que ça aurait été évidemment la meilleure manière d'assécher les caisses et donc de vider les caisses contenant l'or des Français. Et donc on a, au cours du XXe siècle, essayé à plusieurs reprises de rétablir un étalon or, mais c'était toujours un étalon or qui était édulcoré, qui était affaibli et qui n'avait plus la même robustesse que l'étalon or classique. Par exemple, entre 1914 et 1971, la convertibilité n'était plus que le privilège d'une petite minorité de grandes institutions financières et gouvernementales, et le particulier lambda, déjà dans les années 60-65, n'avait plus la possibilité de convertir son billet en or, comme ce fut le cas au XIXe siècle. Aujourd'hui, quand on regarde les économistes, quand on lit les économistes keynésiens, il faut, en tout cas selon eux, l'abandon de l'étalon or constitue une espèce de progrès de la civilisation. Keynes, qui était un adversaire de l'étalon or, parlait de l'or, comme vous le savez sans doute, comme d'une relique barbare, parce qu'il considérait que finalement la capacité des gouvernements à créer de la monnaie de manière illimitée, sans subir une quelconque discipline financière et monétaire, était un véritable progrès. Il faut bien réaliser que cette approche n'était absolument pas consensuelle. C'est-à-dire que, là encore, on a oublié que la fin de l'étalon or déclencha beaucoup de controverses et n'allait pas de soi pour beaucoup de grands intellectuels, de grands économistes. Un grand économiste s'appelle Jacques Rueff, qui a été conseiller du général de Gaulle, a d'ailleurs écrit beaucoup de livres sur ce sujet en tenant des propos assez sévères. Quand il examinait la fin de l'étalon or, il disait quand on voit ce que fait l'Occident avec sa monnaie, on dirait qu'il met tout en œuvre pour appliquer le conseil de Lénine, qui voudrait que pour vicier le régime bourgeois, pour le détruire, il suffirait de vicier sa monnaie. Vous voyez, c'est un jugement assez sévère qui montre que parmi les élites politiques à l'époque, la fin de l'étalon or n'allait absolument pas de soi, même si aujourd'hui plus personne ne réclame le retour de l'étalon or, à tort bien sûr, puisque depuis que nos monnaies fiat ne sont plus adossées à un actif rare, eh bien, on observe des périodes, des phénomènes inflationnistes inédits qui conduisent les épargnants finalement à voir leur épargne fondre de beaucoup sur une génération. Et tout cela nuit évidemment à la liberté financière des individus, qui ne sont plus capables finalement de conserver de la valeur comme ils ont longtemps été capables de le faire, mais qui nuit in fine aussi à la prospérité de nos sociétés, puisque qui dit inflation dit plus faible capacité, en tout cas une désincitation à épargner, et on sait que l'épargne est un élément indispensable à la prospérité de nos sociétés modernes. Donc tout ça pour dire que effectivement cette ère inflationniste n'apporte pas grand-chose de bon et ne constitue pas un progrès économique et social. Et là, donc, il y a quelques courbes qui vous montrent en effet depuis, là c'est le dollar qui a perdu pas mal de sa valeur depuis la fin de la Première Guerre mondiale. L'euro étant une monnaie plus récente, la chute a été moins brutale, mais globalement nous avons des tendances à la baisse, donc des monnaies fondantes, ce qui contredit une fois de plus la définition de la monnaie, puisque si on part du principe que le but d'une monnaie c'est d'être une réserve de valeur notamment, en plus d'être une unité de compte et un instrument d'échange, alors l'inflation ne peut jamais être considérée comme un objectif politique souhaitable. Et pourtant, c'est ce qu'on entend sur tous les plateaux télé. On nous parle toujours d'objectifs d'inflation. Alors, ça a longtemps été 2%. Certains aujourd'hui disent que ça doit aller beaucoup plus que ça. Ça n'a pas de sens du tout. Il faut bien avoir à l'esprit l'idée que l'inflation n'est jamais un objectif souhaitable, si on part du principe que la monnaie est un instrument de valeur et une réserve de valeur, pardon, et quand on part du principe, encore une fois, que l'inflation est un phénomène très très récent et que le décollage industriel des pays développés s'est produit dans un contexte où l'inflation n'existait pas.
Et donc on ne comprend pas le Bitcoin si on ne réalise pas finalement que cette crypto-monnaie est une réaction finalement à toutes ces évolutions qui ont petit à petit conduit à la fin de l'étalon or et donc à l'ère de la planche à billets illimitée, puisque vous le savez sans doute, le Bitcoin est un actif administré par un protocole informatique qui promet qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités en circulation. C'est donc un actif qui tente de restaurer une rareté numérique inviolable, puisque le grand défaut finalement de l'étalon or, s'il faut en trouver un, c'est que précisément l'étalon or était très vulnérable aux pressions politiques. Il était très facile pour les gouvernements de confisquer l'or de leurs sujets. Il était très facile pour les gouvernements finalement d'autoriser les banques commerciales qui faisaient des bêtises à suspendre la convertibilité de leurs billets en or. Et donc l'or, même s'il était un instrument d'échange assez efficace, s'exposait quand même à pas mal de défauts, s'exposait à la corruption et à la prédation politique, tandis que le Bitcoin est effectivement un actif qui restaure une rareté, mais pas seulement, puisque le but étant aussi de restaurer une espèce de sécurité, une invulnérabilité à la pression politique, pour permettre aux usagers de disposer librement de leur épargne, de pouvoir l'échanger sans menace, sans contrôle de change. Et de ce point de vue-là, le Bitcoin est sans doute un moyen de restaurer au XXIe siècle un étalon or numérique accessible à tous. Alors, est-ce à dire que le succès du Bitcoin est inévitable et inéluctable? Alors, je sais que beaucoup de gens le pensent ici. Je voudrais juste apporter moi un petit bémol pour vous inviter, comment dire, à ne pas je ne pense pas qu'il faille se contenter des prophéties qui aujourd'hui établissent le succès du Bitcoin comme étant un succès inéluctable. Rien n'est jamais inéluctable. C'est-à-dire que le succès du Bitcoin ne dépend pas seulement de sa technologie, mais dépend aussi de la perception qu'en ont les gens. Si vous avez une bonne technologie, mais que les gens, de manière générale, sont convaincus que pour des raisons X ou Y, le Bitcoin ne peut pas être une monnaie efficace parce qu'ils ont entendu toute la journée à la télé que la monnaie ne peut être qu'une fonction régalienne, qu'un actif administré par l'État, qu'une économie sans banque centrale est nécessairement amenée à s'écrouler, eh bien, la perception du Bitcoin s'en trouvera nécessairement altérée. Et c'est la raison pour laquelle moi j'invite beaucoup les Bitcoiners à ne pas se contenter des prophéties un peu automatiques et à faire de l'éducation et de la pédagogie. Puisque c'est vraiment en comprenant en profondeur l'histoire de la monnaie, en comprenant pourquoi finalement cette histoire a déraillé au XXe siècle, qu'on peut saisir la valeur ajoutée du Bitcoin, le promouvoir efficacement et donc bâtir un monde où la liberté financière est enfin accessible à tous. Je vous remercie.